Bonjour à tous ou rebonjour. Je vous propose de redescendre parce qu'on va reprendre nos travaux. Nous allons donc à présent, dans cette troisième partie, envisager un aspect qui est, je pense, assez attendu. Nous avons eu ce matin différents retours d'expérience, comment ça se passe dans les faits, et on a vu que ça partait un petit peu dans tous les sens. Et je crois que tout le monde est un petit peu en attente d'un cadre juridique. Et en tout cas, là, alors, je pense que vous allez être déçus parce que nous ne sommes que juristes. Nous savons beaucoup réfléchir, poser les questions. Mais de là, vous apporter toutes les solutions que vous attendez, ça, ce n'est pas certain qu'on puisse le faire aujourd'hui. Sinon, le processus et le dispositif des patients partenaires iraient beaucoup plus vite que ce n'est le cas. Donc, en tout cas, on va s'intéresser à ces enjeux juridiques et la mise en œuvre de ce dispositif de patients partenaires. Pour ce faire, donc, 3 femmes, encore des femmes, qui se succéderont à la tribune. Donc, on aura le plaisir d'écouter tout d'abord Sabrina Burga, qui est professeure de droit civil et droit de la santé à l'université de Neuchâtel, qui est également avocate et qui est l'une des co-responsables de l'Institut droit et santé de l'université de Neuchâtel. Ensuite, Catherine Régis, que vous avez déjà vue mais qu'on ne vous a pas présentée, qui est professeure à la faculté de droit de l'université de Montréal et qui est également titulaire de la chaire de recherche du Canada sur la culture collaborative en droit et politique de la santé, avec d'autres compétences en matière d'intelligence artificielle qui fait qu'on la sollicite souvent aussi à ces titres-là. Mais là, c'est pour plutôt les aspects collaboratifs, politiques de santé que tu es là, Catherine. Et puis, nous écouterons ensuite Marion Lanly, qui est chef du service expérience et partenariat patient, pardon. On a toujours des difficultés avec la terminologie sur ce concept. Donc, au sein de la PHP, et vous avez une expérience très forte dans le milieu associatif, mais également dans le milieu de l'enseignement, dans la formation auprès des universités Paris-Saclay et ex-Paris Descartes. Donc, je ne sais pas si vous continuez à nos côtés, continuez l'enseignement. D'accord. Très bien, très bien. Donc, je vous cède la parole à toutes les 3 et en commençant par Sabrina Burga. Merci. Merci Lydia, merci pour l'invitation. C'est vraiment avec plaisir que j'interviens ici et ça me touche énormément cette invitation parce que comme professeur, c'est toujours motivant, émouvant de voir des personnes issues ici de notre programme conjoint, d'avoir de l'intérêt, de l'énergie, de la passion à poursuivre et développer les réflexions en droit de la santé. Alors, on passe à la partie juridique. Voilà, avec cette perspective de rappeler que le droit s'inscrit dans une méthode qui est celle de dire aujourd'hui on a un ensemble de règles que l'on maîtrise plus ou moins bien et que je vais analyser pour intégrer à quelque part le concept de patient, patiente experte ou patiente partenaire. Et puis je me permets d'apprécier ces règles juridiques, de les critiquer, moi sous l'angle du droit comme un instrument de santé publique qui aide finalement au but de santé publique. Et c'est dans ce sens-là que je vais critiquer ou apprécier les règles aujourd'hui. Alors j'ai un plan relativement, attendu d'analyse. Les juristes, on a besoin de notions, de définitions. Et puis après, je vais faire une analyse du statut légal de ces personnes, de leurs droits et de leurs obligations, de leurs responsabilités, du secret médical et des assurances sociales. Donc je vais faire un survol en 20 minutes, évidemment. Je ne vais pas tout vous expliquer, mais un peu avec des points de mise en évidence sur ces différentes questions. Le fait de recourir à l'expérience du patient ou de la patiente qui permet finalement d'avoir cette qualification experte n'est pas nouveau, comme le disait ce matin M. Ouvry. On peut faire remonter ça aux premières réunions des alcooliques anonymes, où finalement c'était l'expérience de l'autre qui nous permettait de mieux guérir et d'améliorer le processus de guérison. Puis ça s'est développé dans d'autres groupes de personnes atteintes de maladies telles que le cancer ou le HIV. Et parallèlement à la formation de ces groupes qui ont un modèle qui a plus d'un siècle, se sont développés les
éléments fondamentaux du droit à l'autonomie des patients et des patientes et de la notion de consentement libre et éclairé. Et finalement, ce besoin de recourir à de nouveaux instruments qui favorisent l'autodétermination conduit, je pense aujourd'hui, à avoir ce besoin de plus pour que le patient soit réellement sur un pied d'égalité avec le professionnel ou la professionnelle de santé, ce que nous n'avons pas aujourd'hui malgré le cadre législatif qui existe. Donc mes réflexions s'inscrivent dans cette perspective-là d'instruments qui favorisent l'autodétermination, et elles s'inscrivent encore, puisque c'est ma casquette aujourd'hui, de juriste suisse. Ça veut dire une structure, un tout petit pays qui a 26 modèles de santé, en quelque sorte, 26 cantons. L'absence d'une loi fédérale de santé, donc on n'a même pas une loi qui dit voilà ce que contient le contrat de soins. Donc vous imaginez bien que on n'a pas de loi qui réglemente le statut de patient expert ou experte. Donc une absence de réglementation qui laisse une certaine liberté quand même d'appréciation en droit suisse. Et j'aimerais le dire quand même par rapport aux discussions aussi qu'on a eues ce matin, dans un cadre que l'on connaît tous de pénurie dans les soins et pénurie dans le recrutement et la recherche de personnes dans le domaine des soins. Cela étant posé, donc notion, définition. On a entendu plusieurs termes ce matin, je n'ai repris ici que quelques-uns sur le slide, de personnes ressources, personnes usagères, père aidant, personne qui participe à l'éducation du patient ou de la patiente, la personne qui forme non seulement les patients et les patientes, mais aussi les professionnels de la santé. Qu'est-ce que cela représente pour nous les juristes? Alors j'ai pris le parti de dire ce que je choisis de vous exposer, c'est le cas où il y a une tierce personne qui intervient dans le traitement médical entre professionnels de la santé et patients-patientes. Et donc dès qu'il y a une tierce personne et une intervention, on va pouvoir se poser des questions juridiques, parce que finalement, si il n'y a si le patient devient plus expert ou experte dans son propre domaine et pour lui-même, très bien, il va pouvoir poser des questions, mais il n'y a pas d'enjeu juridique derrière. Donc c'est vraiment avec cette tierce personne que l'on peut se poser des questions. Donc pas de surprise, pas de définition en droit suisse, donc pas de statut de cette tierce personne qui vient aux côtés du patient et de la patiente dans le cadre du traitement. Alors on peut se demander, est-ce qu'on a des instruments juridiques qui se rapprochent de cette volonté d'avoir une personne? Alors oui, on a la notion dans le code civil et dans le code pénal de proche, et dans le système de soins, on a aussi la notion de proche aidant sous l'angle du financement du statut des proches aidants et aidantes. Donc ça, c'est une piste de réflexion. En droit suisse, on a un statut de personne de confiance, notamment, qui est spécifique au domaine des soins dans santé mentale. Et on a la notion de personne soumise à autorisation de pratique dans le domaine de la santé. Et en Suisse, on est très fort. Là, on a une pléthore de réglementations parce qu'on a une loi pour les professions médicales universitaires, une loi pour les professions de santé dans laquelle vous trouvez la profession d'infirmier, d'ostéopathe, de diététicien. Puis après, on a une loi sur les psychologues. Donc, voilà, est-ce qu'on voudrait une loi sur les patients et patientes experts? C'est une réflexion que je me suis faite. Je ne vous dis pas encore ma position, mais je pense que vous allez la deviner. Alors, proche, c'est une notion qui a été définie par le tribunal fédéral. La notion de proche, c'est une personne qui inclut, la notion de proche inclut la famille, les amis, peut inclure le médecin ou la médecin traitante. Finalement, c'est la nature émotionnelle de la relation, les sentiments qui sont reconnus comme tels. Donc, il n'y a pas de proche au niveau de l'arbre généalogique. Voilà, c'est plus une définition subjective. Mais ces gens qui sont qualifiés de proches ont des droits dans le domaine de la santé, c'est-à-dire notamment le droit de demander l'intervention de l'autorité de protection de l'adulte ou de l'enfant pour protéger une personne qui en a besoin. Les proches ont le droit même de recourir, de nouveau dans le domaine de la santé mentale, contre une décision de placement à des fins d'assistance, ou de recourir contre une décision de traitement ou de mesure de contention. Donc là, on a des personnes qui n'ont pas un lien juridique qui est défini de manière subjective, mais qui ont des droits plutôt procéduraux pour garantir des droits fondamentaux de la personne qui est vulnérable. On a la notion plus spécifique de proche aidant qui a apporté quelque chose en matière de reconnaissance financière des personnes
qui doivent concilier leur activité professionnelle et la prise en charge d'un proche ou d'une proche malade. Où l'approche qui a été choisie en Suisse, c'est finalement de ne pas reconnaître un statut, mais de reconnaître des droits en fonction de la prestation. Si j'aide la personne à la maison, j'ai des prestations. Si je reste à la maison pour mon enfant malade, j'ai des prestations. Et tout cela entre sous la notion de proche aidant. Ça a amené aussi cette loi cadre à modifier les dispositions sur le contrat de travail pour protéger les personnes qui devaient rester à la maison. Donc on pourrait se rapprocher en disant est-ce qu'on pourrait accorder ce statut de patient experte un peu sur le même titre que ses proches aidantes, et est-ce que cela suffirait? Je reviendrai sur cette piste de réflexion. La notion de personne de confiance, je vous l'ai dit, elle est réservée au domaine des soins en santé mentale. Donc la définition dans le droit de la protection de l'adulte existe. Qu'est-ce qu'une personne de confiance? C'est une personne qui vient aux côtés du patient et de la patiente lorsqu'elle est placée dans une institution. Et là, on a au niveau juridique des droits qui sont clairement définis, de fournir une assistance sous forme de soutien et de protection des intérêts en cas de placement à des fins d'assistance, et un droit de participer à l'élaboration du plan de traitement en cas de placement en raison de troubles psychiques. Donc c'est pour ça que je vous disais, je pense que c'est l'instrument le plus proche qu'on pourrait développer en Suisse, c'est cette personne de confiance où il y a quand même des droits qui sont reconnus, relativement limités aujourd'hui, mais qui existent. Je précise juste encore pour la personne de confiance qu'il n'y a pas du tout de réglementation sur la rémunération, par exemple. Donc la personne de confiance, d'après la doctrine et la pratique, est une personne qui n'est pas rémunérée. Et puis, alors nous avons cette réglementation sur les professionnels de la santé, justement, où dans nos lois, qui sont des lois fédérales et puis parfois des compléments de droit cantonal, on fixe les exigences de formation des personnes, la reconnaissance d'une telle formation en tant qu'outil nécessaire permettant de délivrer une autorisation de pratiquer. Donc en Suisse, on a ça pour toutes les professions de la santé, mais pas du tout dans le domaine de reconnaissance de quelconque formation de patient experte ou experte. Donc voilà un cadre juridique où on peut réfléchir, est-ce qu'on aimerait plutôt, si on voulait réglementer, est-ce qu'on va réglementer de manière soft, proche de la personne de confiance, ou est-ce qu'on veut réglementer de manière stricte, proche de finalement un nouvel acteur, une nouvelle actrice dans le domaine de la santé qui a en fait un statut de profession de la santé reconnu? Est-ce qu'on ne veut pas légiférer du tout? Et puis la situation nous conviendrait-elle? Partant de là, et sachant qu'aujourd'hui on n'a rien réglementé, alors quel est le statut aujourd'hui des personnes qui agissent comme dans le programme qui vous a été présenté ce matin dans les hôpitaux universitaires genevois? On part de l'idée que c'est un simple acte de complaisance sans portée juridique. Voilà, je décide de faire ça bénévolement, il n'y a pas de portée, donc il n'y a pas de statut créé par la loi. Si on veut créer un statut, alors on conclut un contrat a priori, de mandat, où là, il y a déjà des enjeux de représentation de la personne, des enjeux de financier dans la relation de mandat, et on pourrait se poser la question aujourd'hui de travailler déjà avec ça. Si on voulait étendre et reconnaître plus largement ce statut juridique, on devrait modifier le Code civil, notamment soit étendre le statut de la personne de confiance et pas la limiter au domaine des soins psychiatriques, soit on pourrait créer une nouvelle base légale dans le Code civil de nouvelles personnes dans le cadre des traitements médicaux, ou alors on crée carrément une nouvelle loi. Et après, on devrait se demander, par rapport à cette introduction d'un nouveau concept qui n'existe pas aujourd'hui, quel droit on aimerait donner à ces personnes qui interviennent dans le traitement médical aux côtés des patients et des patientes. Alors on pourrait aller d'une liste de droits les moins invasifs aux droits les plus importants et qui ont des effets juridiques plus importants. Donc j'ai ici listé des exemples, une reconnaissance de ce soutien qui est apporté, de ce conseil qui est apporté,
le droit de transmettre les demandes de la personne concernée aux professionnels de la santé, aux autorités, aux familles, aux proches. C'est aussi un rôle qui pourrait déjà exister aujourd'hui sur la simple base volontaire. Et puis après, si on veut que ces droits soient accrus, comme la participation au plan de traitement, le droit d'intervenir en cas de conflit dans le cadre du traitement médical, ce qui est le cas pour les personnes de confiance, si on veut permettre un droit de visite illimité dans les institutions aux patients expertes, comme c'est le cas pour les personnes de confiance, on devrait le préciser dans la loi, le droit de participer aux recherches, le droit de participer à des évaluations de compétences. Tout cela n'existe pas sans base volontaire. Et les obligations, le pendant, qu'est-ce que l'on attendrait de ces personnes qui ont ces droits-là en faveur du patient et de la patiente? On retomberait sur des obligations d'agir avec diligence dans l'intérêt de la personne concernée, l'obligation d'information, sur sa propre intervention, l'obligation de consulter le dossier médical, de constituer un dossier, l'obligation de formation. Enfin, on peut aller très très loin dans ces exigences. Est-ce qu'on le souhaite? Pour l'instant, légalement, il n'y a rien. Et si on le souhaite, on doit réfléchir aux conséquences que cela implique dans la relation que l'on voulait créer à la base de statut d'égal à égal avec les professionnels de la santé, mais aussi ce rapport de confiance important avec le patient ou la patiente. Est-ce qu'en créant ces obligations par un statut juridique précis, est-ce qu'on atteint le but visé? Et si on a créé des obligations, alors est-ce qu'on encourt une responsabilité ou est-ce qu'elle existe déjà aujourd'hui? On peut déjà raisonner aujourd'hui en termes de responsabilité civile sur les personnes qui interviennent dans le cadre d'un traitement médical au côté du patient, de la patiente de manière volontaire, puisque quiconque cause un dommage à autrui est tenu de le réparer. Donc on peut imaginer, réfléchir, même sans statut juridique, est-ce qu'il y a des conséquences en cas de comportement qui serait contraire au droit? Et donc, dans les conditions de la responsabilité civile, on retombe sur des conditions connues pour tout acte, je dirais, contraire au droit. Et la question qu'on devrait se poser, c'est finalement, qu'est-ce qui crée l'acte générateur d'obligation, la faute, finalement, qui conduirait à devoir réparer un dommage? Et aujourd'hui, sans cadre légal et sur la base d'une intervention volontaire, ça paraît difficile de construire cet acte contraire au droit, mais on peut imaginer le non-respect des intérêts de la personne concernée, l'atteinte à l'intégrité psychique de la personne concernée, qui serait un acte générateur de responsabilité, indépendamment de tout statut légal. Mais par contre, après, c'est une question de preuve que cet acte est la cause du dommage, et c'est là que, finalement, le risque de responsabilité sans statut légal particulier serait pratiquement inexistant. Parce qu'on n'arriverait pas à dire que c'est ce comportement-là qui était attendu et qui est responsable du dommage. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de régime particulier de responsabilité, mais si on crée des obligations, ces violations d'obligations pourraient être à l'origine d'un dommage. Le secret médical, c'est un des aspects qui est aussi souvent évoqué comme problématique. Alors en droit suisse, mais peut-être que je me trompe naïvement, mais en droit suisse, je ne vois pas un vrai problème sur le secret médical, dans la mesure où, indépendamment de son statut, en droit suisse, on a une obligation de respecter le secret sur des données sensibles, et les données de la santé sont des données sensibles, et cela découle de la loi sur la protection des données. Donc à partir du moment où vous avez une information sur une donnée sensible, il faut avoir le consentement de la personne concernée ou vraiment un intérêt prépondérant pour divulguer ce secret. Et là, on pourrait raisonner déjà aujourd'hui avec ces critères-là. Évidemment, si on voulait donner un cadre et qu'on voulait aller plus loin, alors on devrait mettre les patients expertes sur le même plan que d'autres professionnels de la santé qui sont soumises au secret médical du code pénal. Et donc, la violation entraînerait une sanction pénale plus grave que le cadre général de la protection des données. Mais... Alors je termine parce que avec l'enjeu qui est malheureusement trop souvent derrière la reconnaissance de statut et les nouveaux instruments, c'est finalement la reconnaissance financière. Elle a été abordée ce matin sous l'angle éventuel du contrat de travail entre les institutions et les patientes partenaires.
Elle a été envisagée ce matin, enfin tout à l'heure de ma présentation, hein, est-ce que c'est un contrat avec la personne malade et la personne qui vient à ses côtés, où on peut avoir un contrat de mandat? Et moi, j'ai réfléchi aussi en termes d'instruments de santé publique. Est-ce que finalement l'État veut reconnaître ce statut-là sous la base d'un financement? Alors en droit suisse, ça passerait par le financement par les assurances sociales. En droit suisse, on a 8 lois, parce qu'on a 8 types d'assurances sociales, enfin, maladie, accident, prestations complémentaires, donc c'est très décalé. Et donc, si on réfléchit avec le régime de base, et le premier, c'est l'assurance maladie, on pourrait se demander d'attribuer une allocation spécifique d'assistance aux personnes qui fournissent cette prestation. Donc, ce serait un poste qui serait créé comme tel, avec le financement étatique derrière. Mais on peut aussi penser à d'autres procédures moins invasives, hein, prendre en compte une telle présence lors des procédures de certification de qualité des hôpitaux. On discutait ce matin, on a vu la pléthore de modèles qui se développent. Est-ce que finalement, ça ne suffirait pas de certifier en matière de qualité les hôpitaux qui se posent la question et qui développent des programmes sans poser l'exigence d'un programme ou d'un autre? Et ça, le droit le permettrait de dire, voilà, dans la procédure de certification, c'est un des aspects qui est examiné. On pourrait imaginer une obligation de mettre en place une représentation des patients et des patientes au sein des institutions de soins comme condition de prise en charge des prestations à charge de l'assurance maladie par une institution. Donc l'institution pourrait se faire rembourser par la sécurité sociale à condition qu'elle ait cet outil-là. Ça rejoint la certification, mais de manière plus invasive. Ou carrément de dire, ces personnes, en fait, c'est des fournisseurs de prestations. Donc elles sont en tant que telles dans le système d'assurance maladie et elles ont droit à une rémunération au même titre qu'un médecin, un infirmier, un ostéopathe. Donc voilà un peu la pléthore de solutions, sachant qu'aujourd'hui, il n'y en a aucune. Il n'y a aucune reconnaissance financière et de marge d'attribution d'allocation pour cette intervention aux côtés du patient et de la patiente. Voilà un peu très vite le panorama suisse. Donc, dans mes conclusions, quelques réflexions que je partage avec vous. C'est un nouvel instrument. Je pense qu'il est pensé de manière bienveillante pour soutenir le patient et favoriser son autodétermination, parce qu'il n'y a pas encore ce statut d'égal à égal. Est-ce qu'on a besoin réellement d'une réglementation et est-ce qu'on ne pourrait pas, comme la Suisse, elle en a l'habitude dans d'autres domaines, comme l'assistance au suicide, la fin de vie, se contenter de ce qu'on a, puis voir comment le terrain se développe? Le terrain n'est peut-être pas favorable, mais la juriste que je suis craint un peu la réglementation. Et on pourra en discuter à la table ronde. Maintenant, il y a peut-être une importance de la reconnaissance dans la pratique, et peut-être que les pistes qui me plaisent le plus sont celui d'une reconnaissance de formation et d'une reconnaissance de prise en charge financière. Et peut-être que si ce besoin est réel, on arrivera à un compromis à la Suisse que je pourrais vous présenter dans quelques années. Merci beaucoup Sabrina pour ce beau panorama. C'était une gageure de réussir à caser ça en 20 minutes. Et c'est vrai que là, commencer par la qualification juridique, c'est le réflexe du juriste. J'ai l'impression qu'on a quelque chose de sui generis ici. Je crois que ça ne rentre pas dans les cases que vous connaissez. Merci aussi d'avoir envisagé les questions de responsabilité, parce que je ne sais pas si on aura trop l'occasion de le faire. Moi, je pense qu'en France, on a ce qu'il faut pour régler les problématiques de responsabilité. Vos problématiques de difficulté de mise en œuvre d'une réglementation n'est pas spécifique à la Suisse, parce que nous, on est dans un État très centralisé, très jacobin, et pour autant, on n'arrive pas non plus. Donc, ce n'est pas lié à vos multiples cantons. Est-ce que la présentation, c'est bon? Donc, à présent, on va aller voir comment ça se passe au niveau de la réflexion juridique outre-Atlantique. Et donc, Catherine Régis va nous faire état de sa réflexion sur les enjeux juridiques de cette notion de patient expert. C'est marrant, Sabrina, tu as toujours dit patient experte. Elle a féminisé, c'est une réalité, on l'a vu. Donc, pardon pour cette parenthèse. Mais donc, Catherine, si tu es prête, nous t'écoutons. Il y avait des modifications, mais c'est pas grave, je pense que je vais vivre avec. Alors, bonjour, rebonjour, je devrais dire. Merci beaucoup, oui. Tu es aussi rigide que moi pour le temps, c'est parfait. Alors, voilà, je vais vous parler un peu de la perspective. En fait, il y a des similarités avec la Suisse, mais aussi des choses
qui sont distinctes. Et l'esprit dans lequel j'ai approché ma réflexion, et j'ai vraiment eu une chance, c'était d'accompagner un projet concret, celui qui était entre autres piloté par Marie-Pascale, maintenant que vous connaissez. Et en développant ce projet qui visait à implanter les patients accompagnateurs dans les établissements de santé, les hôpitaux, ils ont demandé l'accompagnement d'une juriste pour réfléchir aux questions juridiques. Donc, c'était vraiment la chance que j'avais d'accompagner un projet. Des fois, les juristes, ils nous demandent à la fin, faites juste nous dire si c'est légal ou pas, mais là, c'était vraiment d'accompagner une innovation dans le système de santé, puis innovation pas juste numérique, mais un nouveau modèle, finalement, de soins, puis réfléchir juridiquement aux conséquences, puis aux choses importantes qui devraient être prises en compte. Alors, j'ai trouvé que c'est un exercice extrêmement riche et je vous souhaite de le vivre. Alors, le contexte général, on en a quand même beaucoup parlé. Alors, je ne savais pas ce qu'elle allait se dire en avant-midi, alors je vais passer vite là-dessus. Ensuite, ça, vous connaissez par cœur maintenant ce fameux graphique. OK. Qu'est-ce qu'un modèle de patient accompagnateur? Et encore une fois, une définition. Nous sommes heureux d'avoir des définitions en droit. Et comme l'a aussi mentionné ma collègue précédemment, c'est sûr qu'on l'a vu avec les discussions ce matin, il y a plusieurs conceptions du patient accompagnateur, du patient partenaire, du patient expert. Puis juridiquement, ça ne veut pas dire la même chose. Ce que j'ai fait, premièrement, le projet sur lequel je devais me pencher était celui des patients accompagnateurs, mais c'est aussi celui sur le spectre de l'intervention, du partenariat du patient qui est le plus poussé. Donc, je trouvais que juridiquement, en plus, c'est celui qui soulevait les questions les plus intéressantes et les plus nouvelles. Le fait que les médecins, les patients, par exemple, aident les étudiants en médecine à mieux communiquer, c'est super important, extrêmement intéressant, mais juridiquement, ça ne soulève pas vraiment de questions pointues en droit, comme le patient accompagnateur peut le faire. Alors, juste vous remettre un peu dans le contexte de quoi on parle, c'est les patients accompagnateurs, c'est les patients bénévoles ayant acquis à partir de leur propre expérience avec la maladie, des savoirs expérientiels qui sont disposés à partager avec d'autres patients en cours de traitement. Et c'est là que juridiquement, ça devient particulièrement intéressant. Ils sont considérés comme des membres à part entière de l'équipe clinique. Ça serait une distinction avec le patient expert. Alors, on lui donne un statut pas nécessairement juridique, mais un droit, quelque part, de participer aux discussions avec l'équipe clinique. Son rôle va être surtout du soutien émotif. On en a beaucoup parlé. Hein, le mot empathie, émotion revenait ce matin. Il a un rôle aussi éducatif, informationnel, donc l'éducation sur le vécu avec la maladie. Je vais passer encore une fois assez rapidement parce qu'on en a parlé ce matin. Informer sur les ressources disponibles. Le rôle des différents acteurs de soins. Hein. Des fois, on peut être perdu. Qu'est-ce que cette personne fait? Qu'est-ce que l'infirmière pivot, par exemple? Donc, de vraiment outiller les gens à naviguer à travers ce système. C'est pour ça, Patient Navigator, j'imagine que l'expression vient de là aussi. Et ensuite, participer aux activités de l'équipe clinique lorsque c'est permis, puis évidemment lorsque le patient est d'accord, point juridique sur lequel je reviendrai. Et là, ça peut être de jouer un peu le facilitateur, la personne qui facilite les communications entre le patient et le personnel de soins, donc le patient qui est accompagné. Les terrains d'expérimentation, vous savez maintenant que ce n'est pas juste un concept au Québec, il y a vraiment un projet concret où on a développé la pratique. Et ce qui était vraiment important, c'est qu'elle était accompagnée, cette pratique, cette nouveauté, par de la recherche qui visait aussi à évaluer finalement les bénéfices. Hein. On ne va pas juste l'implanter sans voir les retombées exactes qui peuvent en découler. Et pour plusieurs acteurs, on voulait évaluer pour le personnel soignant, on voulait évaluer pour les patients accompagnés, les patients accompagnateurs. Donc, tous ces gens-là, puis j'espère que tu vas pouvoir en parler dans la table ronde, mais il y a eu des évaluations, des bienfaits, puis je dirais les angles morts qui sont liés à cette pratique. Donc, ça, c'était important. Puis, on avait aussi l'appui du ministère de la Santé et des Services sociaux dans le projet. Les défis sont venus assez rapidement liés à l'intégration des patients accompagnateurs dans les établissements de santé, dans les hôpitaux dans ce cas-ci. Premièrement, on partait d'une page blanche, comme l'a mentionné Sabrina. Donc, les gens ne savaient pas exactement, ce n'est pas dans la loi précisément, il n'y a pas d'autres modèles équivalents. On essayait de chercher les patients experts, ce n'est pas la même chose. Patient Navigator, pas la même chose. Donc, vraiment, on était face à une nouveauté et ça crée un peu d'incertitude, de questionnement et je dirais même, dans certains cas, d'angoisse de la part du personnel soignant, les établissements de santé et même les patients accompagnateurs.
Donc, c'était déstabilisant pour ces différents acteurs et il y a eu un besoin d'accompagnement, entre autres, comme je vous disais, des juristes pour savoir est-ce que ce qu'on fait, c'est approprié, est-ce que je suis en train de commettre quelque chose qui, finalement, pourrait avoir des conséquences juridiques en responsabilité civile, notamment. Alors, en réfléchissant aux différents enjeux juridiques liés à la pratique, il y a eu 5 grandes catégories, si je puis dire, de considérations qui sont apparues, puis certaines sont un peu plus du côté de l'éthique que du droit, mais quand même, je dirais des 5 grandes considérations juridico-éthiques qui découlent du projet. Et c'était aussi intéressant parce que, alors qu'on réfléchissait à ces enjeux juridiques, j'ai été accompagnée entre autres par Léa Boutrouille, qui est maintenant rendue à la Cour suprême du Canada comme auxiliaire, mais elle a travaillé avec moi sur ce projet. On rencontrait aussi les patients. C'était organisé des événements où les patients accompagnateurs, les patients accompagnés, il y avait du personnel soignant. On se réunissait 2 fois par année à peu près, et là, on échangeait sur ces questions. Là, c'était intéressant comme juriste d'avoir le point de vue des patients accompagnateurs et leurs inquiétudes. C'était pas juste on en veut plus, mais des fois, j'hésite à faire telle chose. Est-ce que je vais vraiment être tenue responsable? Moi, je fais ça bénévolement. Je ne veux pas en plus me ramasser devant les tribunaux. On peut très bien comprendre. Donc, ils avaient un besoin là, d'encadrement, en fait. Alors, c'était particulièrement intéressant pour ça aussi. Parmi les 5 grands enjeux, je dirais que celui de la protection des acteurs, dans le sens général, est apparu très rapidement. Et pour les professionnels de la santé, ce qui, entre autres, lors de ces grandes réunions dont je faisais part, mais on les rencontrait aussi à d'autres moments, ce qu'ils disaient, c'est que eux, l'inquiétude qu'ils avaient, et là, rappelez-vous que j'accompagnais le projet en du droit préventif, hein, donc j'essayais de comprendre leurs préoccupations pour essayer de voir comment le droit pourrait s'adapter ou comment il peut être interprété ou les limites actuelles. Donc, bref, pour les professionnels, ce qui manifestait comme inquiétude, c'était est-ce que le fait de travailler dans mon équipe, comme médecin, comme infirmière ou autre, avec un patient accompagnateur, est-ce que ça augmente ma responsabilité? Est-ce que je suis responsable de ce que cette personne-là va faire? Est-ce que ça vient comme tomber sur mon chapeau, par exemple, comme médecin de gestionnaire d'équipe? Ça, c'était une des premières inquiétudes qu'ils avaient. Et on doit mentionner, je pense que c'est différent en France, mais chez nous, en fait, il n'y a pas de reconnaissance de responsabilité d'équipe dans le secteur de la santé. Donc, les personnes qui composent l'équipe vont être tenues éventuellement, individuellement responsables. Ça va être le professionnel raisonnablement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances. C'est comme ça qu'on va évaluer, mais ce n'est pas l'équipe comme telle qui peut être tenue responsable. Donc, premier élément d'information pertinent dans l'évaluation de ce nouveau partenariat de soins. Aussi, ce qui était important, et quand je les accompagnais, c'est de vraiment s'assurer d'une bonne compréhension du rôle du patient accompagnateur. Et ça, c'était souvent flou dans leur tête. Est-ce que je leur délègue? Est-ce que je leur donne tel type d'information? Qu'est-ce que je garde pour moi? Quel est son rôle dans l'équipe? Comment il va contribuer? Et en clarifiant son rôle, en ayant une division claire des tâches, on limite grandement les risques de responsabilité individuelle. Mais cet exercice de clarification dans une pratique innovante est extrêmement important à faire et il y a souvent une confusion des rôles, surtout au début de la pratique. Ultimement, qu'on faisait l'évaluation des différents risques pour la responsabilité civile avec ce que je viens de mentionner, mais aussi en ayant une compréhension claire du rôle du patient accompagnateur, qui est surtout un facilitateur de communication et aussi qui accompagne le patient pour naviguer à travers le système de santé. Je pense qu'on peut vraiment dire qu'il n'y a pas un accroissement, certainement pas majeur, de risque de responsabilité civile pour les professionnels qui vont travailler avec les patients accompagnateurs. Le patient accompagnateur, le PA, là, je vais résumer ça comme ça, je vais gagner quelques secondes, ne va pas émettre d'avis sur les soins et les services appropriés, puis il donne évidemment aucun consentement à des soins. Donc ça, déjà bien cadré, c'est important. Et il demeure que l'équipe, et ça c'est une préoccupation comme juriste, ne doit pas non plus se décharger de son obligation de communiquer avec le patient sur le patient accompagnateur. Parfait, tu es bon en communication, veux-tu résumer ça au patient accompagnateur, puis nous, on se dégage de notre responsabilité. Et ça, je voyais que ça pouvait venir comme un enjeu. Alors, ça, autre point qui a été discuté avec les différentes personnes dans le projet.
Pour les patients accompagnateurs, les PA, je pense que c'est important aussi pour éviter les risques juridiques qu'ils n'entretiennent pas de doute sur leur rôle auprès des patients accompagnés, de vraiment clarifier dans l'esprit du patient, voici ce que je vais faire, voici ce que je ne ferai pas. Et je le mentionne parce qu'il y a quand même la littérature où avec les autres statuts de patients bénévoles, ça peut être les comités des usagers chez nous ou autres, ça a été démontré qu'il peut y avoir une confusion dans l'interaction où le patient, finalement, les attentes un peu inadéquates par rapport à ce qui est demandé, ce qui devrait être le rôle réel du patient accompagnateur. Donc, de vraiment dire, voici ce que je vais faire, voici ce que je ne ferai pas, de clarifier finalement son rôle. Voilà, aussi lui-même est bien conscient des limites de son rôle et sa responsabilité, puis de respecter, de toujours œuvrer dans ce cadre. Pour les établissements de santé, comme par exemple les hôpitaux, chez nous, ils ont quand même reconnu, là, finalement, par la jurisprudence, entre autres, un mandat de surveillance et de formation au sein pour le personnel qui œuvre dans l'établissement. Donc, d'avoir des politiques claires de formation, notamment initiale du patient accompagnateur, mais aussi continue, pour qu'il maintienne ses compétences à jour dans l'établissement de santé. Donc, ça relève de la responsabilité de l'établissement. Il doit aussi encadrer adéquatement la pratique des PA pour les guider et aussi fournir, puisqu'il n'a pas vraiment de statut juridique précis, s'assurer que la couverture assurantielle de l'établissement de santé inclut les patients accompagnateurs, ce qui ne va pas de soi. Si une infirmière rentre dans l'établissement de santé, oui, elle va tomber sous le chapeau de l'assurance de l'établissement, mais pas un patient accompagnateur. Donc, ça demande de leur part d'appeler l'assureur et de les inclure spécifiquement. J'ai perdu mon temps, ça c'est comme... OK, je l'ouvrais. Oui, OK, très bien. Le deuxième enjeu important, c'était celui de la nature libre, éclairée et continue des consentements, je dirais. Alors, je trouvais important de vraiment clarifier le fait que le patient accompagné pouvait refuser, évidemment. Hein, on ne peut pas le forcer à recevoir un accompagnement, mais aussi il pouvait mettre fin en tout temps à l'accompagnement sans nécessiter une justification particulière de sa part. On ne lui fera pas remplir 40 formulaires. Et d'ailleurs, la Cour d'appel du Québec, dans l'affaire Bouffard-Gervais, avait bien dit que la première obligation des bénévoles, chez nous sont bénévoles, les patients accompagnateurs, agissent dans un cadre hospitalier. Sa première obligation, c'est celui du respect des droits fondamentaux, dont celle de refuser la présence d'un bénévole. Donc, de bien clarifier ça. Inversement aussi, ça nécessitait de reconnaître l'engagement volontaire du patient accompagnateur. On lui donne donc la possibilité de cesser sa démarche d'accompagnement, surtout c'est des patients eux-mêmes, donc des fois ils ont des situations de santé ou toutes sortes d'autres engagements finalement qui fait qu'ils ne pourront pas mener à terme leur accompagnement, mais ils doivent le faire dans le respect de la personne accompagnée. On voulait éviter que la personne, pour des motifs discriminatoires ou en mettant aussi la personne dans des situations délicates, de couper comme ça l'accompagnement sans s'assurer qu'il y a un suivi. On voulait quand même que ça soit fait dans des modalités qui respectent le droit des patients. Et là, voilà, on demandait à l'établissement, en conséquence, de s'assurer d'avoir des règles claires pour la cessation de l'accompagnement. Par exemple, si l'état de santé de la personne faisait qu'elle n'était plus capable même de maintenir l'accompagnement, il faudrait que l'établissement puisse demander la cessation aussi de la personne qui accompagne. Donc, on voulait s'assurer que tout ça était couvert. Respect des règles de vie privée et la confidentialité, je pense que mon temps va bientôt être à échéance. Donc, ça, c'était le troisième point. On trouvait important de s'assurer qu'il y a une nécessité d'obtenir l'autorisation du patient pour que l'information soit divulguée à l'équipe soignante. Donc, si je vais dialoguer avec l'équipe soignante, que je te donne certaines informations que tu me transmets comme patient, est-ce que tu es d'accord pour que je le fasse? Puis, dans quelles limites veux-tu que je le fasse? Donc, c'est aussi ces règles, finalement, du jeu doivent être clarifiées et toujours s'assurer d'avoir une autorisation lorsqu'on donne l'information auprès de l'équipe soignante, qui peut être l'information sensible. Aussi, ça, je me rappelle qu'il y a eu un débat avec les patients accompagnateurs dans une de nos grandes réunions. Ils se demandaient, est-ce que je devrais avoir le dossier médical pour avoir un meilleur accompagnement? Est-ce que je ne devrais pas demander le dossier médical? Est-ce que je dois avoir une partie du dossier médical? Et là, il y avait vraiment toutes sortes d'opinions. Il y avait des patients accompagnateurs qui disaient, moi, je refuse absolument, je n'ai pas d'affaire à regarder le dossier médical, ce n'est pas de l'information pertinente. Et d'autres considéraient que j'ai besoin d'un minimum d'informations pour
vraiment faire mon accompagnement. Et finalement, personnellement, je pense qu'il ne devrait pas avoir d'accès au dossier médical, sauf avec le consentement, évidemment, du patient. Ça, c'est prévu par la loi. Et même là, même si la loi dit que le patient peut, à n'importe qui, finalement, divulguer les informations de son dossier, même donner une copie, je ne voyais pas la pertinence dans le mandat d'accompagnement d'avoir accès à ces informations-là. Donc, je ne le recommande pas, en fait. Aussi, avec le consentement du patient, et c'était pour assurer le suivi, finalement, de l'accompagnement, si le patient accompagnateur quitte ses fonctions ou si le personnel veut savoir un peu, il rentre dans le dossier, qu'est-ce qui s'est dit avant. On disait qu'il devrait avoir la possibilité de consigner certaines notes liées à l'accompagnement dans le dossier médical, encore une fois, ou dans un dossier à part, finalement, mais tout ça doit être avec le consentement du patient et il devrait avoir la signature d'une entente de confidentialité aussi, plus généralement avec le patient accompagnateur, parce qu'il n'est pas professionnel et donc il n'est pas soumis à un code de déontologie. Alors ça, il faut le faire d'une manière contractuelle. Et je pense que, je ne sais pas si j'ai le temps, mais je vais aller très rapidement. Confiance du public à l'égard non, je vais passer celui-là. Non, je vais terminer avec celle-là. J'en ai 5, mais je vais terminer avec le 4e, puis on pourra discuter du 5e plus tard dans la table ronde. Je trouvais que dans l'émergence d'une nouvelle pratique, comme celle du patient accompagnateur, c'est extrêmement important pour la survie de la pratique, une pratique de qualité, que les gens aient confiance, finalement, dans le modèle. Alors, ça se développe au début d'une pratique. Hein. Si on commence avec une pratique qui commence à avoir des problèmes... OK, je me suis retournée, ça a arrêté, c'est weird. C'est pas très organique comme... Alors, qu'est-ce que je disais? Oui, la confiance. Alors, si on commence avec un modèle de patient accompagnateur, tout de suite un problème, un scandale, finalement, ça pouvait vraiment mettre à risque l'ensemble de la pratique comme telle. Donc, j'ai essayé de réfléchir quelles sont les conditions pour assurer la confiance, la perception de confiance aussi du public à l'égard des patients accompagnateurs. Là, je me disais, il y avait différentes composantes. Celle du recrutement me semble importante, puis là, c'est plus éthique que juridique. C'est quoi les compétences appropriées d'un patient accompagnateur? Il faut y penser, et ça, c'est sorti ce matin dans l'importance de structurer, d'avoir une grille d'évaluation lorsqu'on finalement on embauche ces personnes. Donc, je disais, il faut qu'il y ait des profils variés aussi, parce qu'on va avoir toutes sortes de patients. Donc, on ne peut pas juste avoir un type de personne accompagnateur. Des fois, ça doit être adapté à, ça peut être la réalité culturelle ou le sexe, bon, peu importe. On doit avoir ce portfolio varié de patients accompagnateurs, puis aussi d'éviter les motivations opportunistes. Vous savez, les juristes, on pense souvent aux problèmes, on a un peu l'esprit tordu, puis je me disais, mais si quelqu'un rentre dans les patients accompagnateurs parce qu'il veut avoir un don, voilà, on comprend, bon, un don un peu forcé, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Comment essayer d'éviter les motivations opportunistes? Et ça, dans la loi, il y avait déjà une disposition, mais pour le personnel soignant, qui dit que quand tu travailles, par exemple, dans un établissement de personnes âgées, tu ne peux pas recevoir les dons de cette personne âgée. Ce qui fait du sens. Alors, incluons cette modalité, finalement, dans les patients accompagnateurs qui ne peuvent pas recevoir, finalement, des cadeaux, peu importe. Alors, voilà, ou des cadeaux, en tout cas, qui n'ont pas vraiment une ampleur. Et ensuite, l'autre question qui s'est posée, je termine là-dessus, est-ce qu'on vérifie les antécédents judiciaires des patients accompagnateurs? C'est un débat qu'on avait. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On n'était pas tous d'accord. Puis là où finalement on a atterri, je pense que pour moi, ça me semblait la solution la plus appropriée, je dirais, mais c'est discutable. Je pense qu'on doit les vérifier pour les antécédents qui sont liés à la fonction. Donc, si la personne, par exemple, a un historique d'abus envers des personnes vulnérables, je pense que ce n'est pas tout à fait le profil de la personne qu'on cherche, mais si elle a eu un accident de voiture, puis finalement, bon, bref, ce n'est pas tout à fait pertinent, on écarte ça. Mais je pense que ça peut être une responsabilité de l'établissement aussi de faire un certain, on dirait en bon français, due diligence pour s'assurer que les personnes qu'on a devant nous et pour assurer la confiance envers la pratique, finalement, sont vraiment les meilleures personnes pour le poste. Alors là, je pense que j'ai passé mon temps alors que j'étais un peu extrême quand je gérais le temps des autres. Mais alors, ben voilà, c'est classique. Je terminerai là-dessus, mais j'aurais beaucoup d'autres choses à vous dire. Puis juste pour la rémunération, chez nous, ils ne peuvent pas être rémunérés. Alors, ça, est-ce qu'on devrait les rémunérer? Moi, ce n'est pas si clair. J'avoue que je pense qu'éventuellement, on pourrait considérer la question.
de la rémunération. Mais là où je ne voulais pas aller, c'est que les patients accompagnateurs s'appauvrissent. OK, peut-être qu'on ne va pas les rémunérer, mais minimalement, s'ils ont des dépenses comme le taxi, le bus, ils prennent un café avec la personne, il ne faut pas non plus que ça soit sur leurs propres dépenses. Et ils avaient, là, je n'ai pas parlé des conflits d'intérêts, mais il y a beaucoup de choses à dire là-dessus aussi. On a réfléchi. Puis la frontière entre amis versus patient accompagnateur devient floue à un moment donné. Ça, la question de gérer les conflits d'intérêts, est-ce que j'accepte qu'il m'appelle quand il veut? Est-ce qu'on est amis Facebook? Facebook, j'ai l'impression que ça fait 2001, là, de dire ça. En tout cas, Instagram, TikTok, tout ça. Bref, alors, toutes ces questions-là se sont posées et je trouve que la réflexion n'est pas terminée, mais de prévenir aussi la frontière de l'accompagnement puis la question des conflits d'intérêts est certainement très intéressante. Alors voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Catherine, de nous avoir... On a eu l'impression de vivre avec toi la construction et les réflexions juridiques qui sont intervenues dans le cadre de la mise en place de ce statut de patient accompagnateur. Alors, ça vient un petit peu nous embrouiller, j'avouerai, parce que quelque part, patient accompagnateur, on n'avait pas encore parlé. On se battait entre experts, partenaires, et on n'avait pas encore le patient accompagnateur. Je crois que la grosse différence, c'est ce qu'il ne faudrait peut-être pas aller vers ce statut-là, c'est le côté bénévole, en fait. Parce qu'en discutant autour, là, tout le monde revendique, et moi je la trouve légitime, la revendication de la rémunération. Mais au-delà du non-appauvrissement, je pense qu'il peut y avoir une rémunération. Donc moi, je n'aurais pas envie qu'on s'inspire du patient accompagnateur, personnellement. Sauf à régler, à changer ce statut. Chez nous, la responsabilité est légalement individuelle. Voilà. Ça peut être couvert par l'établissement, mais en tout cas, effectivement, il n'a pas une responsabilité d'équipe. Donc, je partage ta réflexion. Et a priori, on ne vérifie pas, enfin là, les médecins dans la salle, on ne vérifie pas le statut, l'antécédent judiciaire d'un médecin. Alors, on me dit si, certains me disent si. Ah, voilà, on ne vérifie pas. Donc, je pense que le patient a... Ah, au Conseil de l'ordre. Oui, mais alors, c'est pour le coup... Mais ce n'est pas l'employeur, mais ça supposerait peut-être effectivement... D'accord, ok. Alors là, ça me fait évoluer dans la réflexion. Pardon, je ne suis pas là pour entamer la discussion, juste passer la parole à Marion Lanly. Si vous avez réussi à installer le PowerPoint. On a un problème d'ordinateur. La souris devient folle. Oui. Fin de journée. Il n'y a pas un pad ici? Non, il n'y a pas de... J'ai pas de souris, c'est pas tactile. Mais en fait, ça m'a fait ça tout à l'heure, c'est revenu tout seul. Donc si on appuie un peu... Non, parce que le PowerPoint n'est pas lancé. Ah, il faut que je lance le partage sur le Zoom. Parfait. Okay. Partage de Zoom. On se donne encore un petit peu de temps pour essayer d'installer le PowerPoint. C'est parfait. Donc, nous vous écoutons avec cette vision, cette fois-ci française, des problématiques juridiques qui se posent dans la mise en place et dans la mise en œuvre de ces patients partenaires. Je ne sais plus, du coup. Là, je suis encore plus perdue maintenant. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, juste, je précise quand même, je ne suis pas du tout juriste. Hein, donc, moi, je ne vais pas vous parler de questions juridiques, mais j'ai écouté avec attention parce que je suis repartie avec une liste de points à vérifier avec ma direction juridique, des tas de choses auxquelles je n'avais pas du tout réfléchi encore et qui n'ont pas été soulevées non plus du terrain. Donc, moi, je travaille à la PHP, je travaille au niveau du siège de la PHP, donc l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Et je suis responsable du service expérience et partenariat patient et j'ai été patiente partenaire moi-même. Donc aujourd'hui, on va dire, je travaille avec mes deux sensibilités professionnelles et de patiente partenaire. Donc je vais plutôt vous raconter ce qu'on fait à la PHP, donc notre politique institutionnelle sur ce sujet et les questions qu'on se pose, auxquelles on n'a pas encore de réponse. Mais voilà, on chemine, je pense, un peu comme beaucoup de personnes. Voilà, alors je ne vais peut-être pas m'étendre là-dessus parce que je pense que vous avez dû parler des enjeux en fait, voilà, dans lesquels s'inscrit le partenariat patient
aujourd'hui, mais bien sûr des enjeux épidémiologiques, de l'accès au savoir beaucoup plus démocratisé, de ce citoyen finalement qui s'intéresse de plus en plus à la santé et qui en sait de plus en plus aussi. Et puis voilà, de la pression en tout cas sur le système de santé français vers la performance, et donc qui pose un petit peu des questions de la prise en main du patient par lui-même, en fait, de sa propre santé, qu'il soit acteur de son parcours, avec des durées moyennes de séjour plus courtes, des parcours complexes, des polypathologies, le vieillissement. Voilà. Donc, je pense que vous êtes au clair sur tout ça, et c'est un peu dans ce contexte, en fait, que on s'est posé la question du partenariat, enfin, en partant, nous, à la PHP, du sujet de l'expérience patient. Donc, je ne vais pas revenir sur la définition du partenariat patient, mais c'est pour cette rencontre des savoirs, en fait. Hein. Et finalement, le partenariat, pour nous à la PHP, c'est vraiment la modalité, on va dire, de prédilection, enfin, qu'on essaie de pousser, de promouvoir au maximum, pour travailler le sujet de l'expérience patient. C'est-à-dire comment on améliore l'expérience patient en s'appuyant le plus possible, mais en même temps sans être jusqu'au boutiste sur le sujet, mais le plus possible sur le vécu expérientiel des patients. Et bien sûr, après on a les enquêtes comme tout le monde. Enfin voilà, il y a plein de matières qui nous donnent de l'information sur ce que veulent les patients. Mais le partenariat, quand on veut co-construire, quand on a non seulement envie de savoir ce que vivent les patients, ce dont ils ont besoin, mais aussi qu'on veut construire des solutions d'amélioration pour viser une meilleure expérience in fine, travailler avec les patients, c'est quand même peut-être un must pour avoir des solutions plus pertinentes et plus rapidement. Et c'est un peu cette boucle un peu vertueuse, hein, donc du coup on améliore plus l'expérience patient. Évidemment, on peut se dire après, de là on essaye d'améliorer encore et encore. Voilà. Donc pour nous c'est vraiment une modalité privilégiée, mais à nouveau, dans certains cas, c'est beaucoup plus compliqué de mettre en place du partenariat que finalement, enfin, ça n'apporte pas plus de bénéfices que ça. Donc, en fait, il ne faut pas non plus complexifier la vie. On peut améliorer l'expérience patient sur certains sujets de manière aussi, autonome par les professionnels. Voilà. Donc nous, quand on parle de patient partenaire, c'est un peu le terme qu'on utilise à la PHP. Hein. Donc on parle des patients et des aidants aussi, partenaires qui mobilisent leur savoir expérientiel, donc pour leurs propres soins, au service du collectif ou pour des projets d'amélioration des organisations de soins. Donc c'est à la fois les patients, dans une file active de patients, pas spécialement membres d'associations, mais ce sont aussi des patients ou non patients, mais qui sont membres d'associations. Et c'est d'ailleurs comme ça que le partenariat, on va dire, existe depuis longtemps, sans qu'on l'appelle partenariat. Mais les associations sont dans les services depuis très longtemps à la PHP, et donc font du partenariat sans qu'on s'en soit inquiété depuis très longtemps. Donc pour nous, c'est à la fois des patients non membres d'associations, des membres d'associations, qu'ils soient patients ou non, et des représentants des usagers qui, de fait, à qui on demande plein de choses aujourd'hui, en fait, pas juste leur mission statutaire de représentants des usagers, mais qui s'inscrivent dans des projets et qui font part de leur savoir expérientiel, voilà, parfois sur des pathologies données parce qu'ils en ont connaissance, mais parfois juste sur l'organisation des soins et comment mettre en place des politiques. Donc voilà, pour nous, c'est un peu toute cette myriade de personnages en fait qui constituent le patient partenaire. Voilà, donc je vous disais, ça existe depuis longtemps. Donc nous, ça fait 2 ans et demi en fait qu'on a pris vraiment le sujet à bras le corps en fait. Donc on a fait un petit tour de piste, on a regardé ce qui existait. Voilà, donc il y a différents types bien sûr de projets dans les soins, l'organisation des soins, l'enseignement, la recherche. Voilà, tout type dans nos différents hôpitaux. Il y a parfois des interventions très très ponctuelles, parfois des interventions qui sont beaucoup plus longues, parfois des interventions récurrentes. On parlait des patients accompagnateurs, des pères aidants, etc. Ça, c'est des interventions qui sont récurrentes. Voilà, parfois elles s'inscrivent dans un temps très très limité. Donc voilà, il y a vraiment des choses très très diverses. Et ce que nous ont dit les professionnels, c'est qu'ils avaient besoin qu'on clarifie un peu tout ça, parce que ceux qui le faisaient parfois un peu en douce, parce qu'ils ne se sentaient pas non plus très, très sûrs d'eux, parce qu'ils craignaient un peu le regard aussi de leur père, parce qu'ils avaient l'impression de faire quelque chose d'un peu exotique quand même, et donc si ça ne marchait pas, voilà, c'était quand même un problème
pour leur image derrière. Voilà, donc ils avaient besoin de soutien aussi, c'est vraiment que la PHP se prononce sur une politique sur le sujet, et puis qu'on les aide techniquement, qu'on les aide voilà, sur le plan juridique. On parlait, je crois que ce matin, Michel Zerdou vous a parlé des lettres de mission, voilà, typiquement, voilà, comment on peut cadrer un peu la mission d'un patient partenaire bénévole. Aujourd'hui, c'est ça le dispositif qu'on propose pour l'instant. Voilà, donc quels sont les outils, comment on forme, comment on accompagne en fait ces équipes, ces professionnels qui ont envie, qui pressentent en fait que c'est vraiment une bonne façon d'avancer et d'améliorer les parcours. Alors notre rôle au niveau du siège, hein, bien sûr, c'est de faire beaucoup de pédagogie sur le sujet, de promouvoir, de rassurer aussi, hein, puisqu'il y a ce besoin quand même de réassurance sur la pertinence du partenariat patient, mais aussi ça va être d'identifier un peu qui sont les acteurs, hein, pour pouvoir les accompagner, et puis comment on peut s'appuyer sur eux pour faire un peu caisse de résonance et donner envie aux autres qui n'osent pas trop encore y aller, voilà, donner envie aux autres de faire pareil, de pouvoir les outiller, comme je disais, avec des outils techniques, de les former, et puis d'évaluer en fait ce dispositif partenariat dont je vais parler, qui doit vraiment rentrer dans le patrimoine commun de la PHP. Alors ça, c'est un peu le parcours que vous voyez là, le parcours des professionnels qui se disent, tiens, je pense qu'il faut que j'améliore mon parcours de soins, par exemple. Il faut que je monte un petit projet, etc. Tiens, si je faisais ça en partenariat, mais alors comment je vais m'y prendre, hein, comment déjà je communique, comment je cadre mon projet, c'est quoi mon objectif, comment je peux le communiquer à un patient partenaire, et puis surtout, comment je le trouve, le patient partenaire. Ça, c'est une grande question. Je sais pas, vous avez peut-être parlé ce matin, je suis désolée, j'étais pas là, mais voilà, c'est des vraies questions qui se posent, et puis comment je formalise la collaboration, et puis comment je suis accompagnée. Une fois que j'ai lancé mon projet, comment je suis accompagnée, quoi, est-ce qu'il y a quelqu'un pour m'aider si j'ai des questions au fur et à mesure. Et donc notre approche, en fait, hein, c'est déjà d'avoir proposé différentes fiches, des fiches outils, des choses très très simples, une lettre de mission voilà, qui cadre en études, mais c'est aussi tout simplement dire voilà, une fiche sur ce qu'est le partenariat, la charte du partenariat à la PHP, une fiche projet partenariat, une fiche projet toute bête, hein, c'est quoi mon objectif, dans quel contexte je fais ça, mes enjeux, mes forces, mes faiblesses, etc. Et puis pourquoi j'ai besoin d'un patient partenaire, quels sont les savoirs expérientiels finalement que j'ai envie d'aller chercher chez un patient partenaire qui va me permettre d'aller beaucoup plus loin, d'être plus pertinent sur mon projet. Voilà, donc déjà, parce que ça c'est l'outil qui non seulement va être l'outil fédérateur au niveau de l'équipe, mais l'outil qui va pouvoir aussi partager avec un patient partenaire pressenti et travailler avec lui pour co-construire derrière le projet avec le patient partenaire. Voilà, donc il y a ces fiches outils qui existent déjà et puis qu'on continuera de développer parce qu'on n'est pas du tout au bout de l'histoire. Et puis on a mis en place des formations actions au partenariat qui sont destinées à des équipes projets. Donc quand on dit équipe projet, c'est des professionnels qui sont porteurs d'un projet, une action, voilà, et qui ont déjà trouvé un patient ou une patiente partenaire ou plusieurs patients partenaires qui seraient prêts à les accompagner dans le cadre de ce projet. Donc on forme l'équipe déjà constituée, en tout cas un début d'équipe constituée, et on les forme à ce qu'est le partenariat, mais surtout on les aide à remplir finalement cette première fiche projet, en fait, hein, qui va leur permettre d'être au clair sur comment ils ont envie d'avancer, en s'appuyant sur quel savoir expérientiel, et puis à quelle fréquence ils vont se voir, et puis voilà, commencer à jalonner, enfin vraiment se donner les meilleures chances qu'un projet avance dans l'absolu, mais en plus en partenariat avec évidemment l'idée quand même que le patient partenaire, il n'a pas son bureau, il n'est pas à côté de vous, il faut quand même garder le lien, il faut quand même penser à lui communiquer comment le projet avance, parce que quand il n'est pas là, le projet quand même continue d'avancer aussi. Voilà, donc c'est des éléments de management de projet en fait, hein, mais qu'il est bon quand même à un moment donné de poser et de partager, parce que les échecs de projet en partenariat sont quand même souvent liés à des échecs de gestion de projet, tout simplement en fait, hein. Voilà, alors on va monter une formation partenariat tout public, mais qui sera probablement un e-learning. Donc ça, c'est pour des gens qui n'ont pas forcément un projet en tête, qui ne se disent pas forcément « je sais ce que j'ai envie de faire en partenariat », mais qui se disent « tiens, on en parle, c'est quoi ce partenariat ?» de quoi, voilà, bref, donc de la sensibilisation. Et puis ces équipes projets qu'on a donc formées, on se propose de les accompagner avec 3-4 réunions, donc là pour le coup propres à chaque équipe projet, voilà, au moment qui les intéresse le plus. Quand elles rencontrent un problème en lien avec le partenariat, parce que évidemment on ne va pas pouvoir les accompagner sur tous les sujets voilà, d'amélioration qu'ils mènent, mais vraiment sur l'aspect partenarial. Donc
en mode un petit peu coaching. En fait, voilà, on va pouvoir accompagner les équipes à des moments clés de leur parcours projet. Et puis les intégrer dans une communauté de pratique. Donc là, pour le coup, une assemblée plus large où finalement les équipes vont pouvoir partager leurs apprentissages du partenariat, vont pouvoir se dire, voilà, nous on a eu des difficultés là-dessus, et puis nous plutôt là-dessus, et puis comment vous en êtes sortis. Et puis c'est aussi le lieu, on ne l'a pas encore démarré, hein, mais on imagine que ce sera le lieu où on pourra se poser des nouvelles questions, construire des nouveaux outils peut-être aussi ensemble, et bref, continuer d'avancer, et puis avec l'objectif de casser la solitude que certains professionnels vivent en se lançant dans des projets en partenariat. Voilà, et évidemment, donc, bon, là moi je travaille au siège, mais évidemment je travaille avec des référents partenariats au niveau des différents groupes hospitalo-universitaires de la PHP, hein, donc il y en a 6 à la PHP, parce qu'évidemment, eux, ils ont un rôle clé bien sûr dans l'identification des équipes, dans la mise en relation, dans l'accompagnement aussi. Voilà. Alors ça, c'est quelques outils qu'on a développés. La charte du partenariat patient professionnel, hein, c'est des choses très, très simples, qui s'appuient sur le manifeste des valeurs de la PHP, qui préexistait. Voilà. Donc le dispositif dont je vous parle, en fait, c'est un dispositif qu'on peut faire grâce au soutien de la Fondation APHP, qui nous permet d'accompagner en fait une cinquantaine d'équipes. On pense, hein, on estime une cinquantaine d'équipes avec ces dispositifs de formation-action, ces accompagnements individuels d'équipes, cette animation de communautés de pratique, et puis le développement de différents outils. Et on fait ça avec un groupement de prestataires qui est porté par le pôle ETP Île-de-France aujourd'hui, en collaboration avec le CEPPP Europe, hein, donc émanation de Montréal à Paris, l'association Savoir Patient et la chaire Engagement Patient d'Olivia Gross, donc, qui nous aide dans la partie évaluation de ce dispositif. Donc c'est piloté par nous au siège. Voilà, donc la façon dont ça s'enclenche opérationnellement, hein, c'est une équipe projet sur le terrain, clinique, recherche, enseignement, à l'idée d'une action ou d'un projet en partenariat, et manifeste son intérêt d'être accompagné, en fait. Voilà, donc ils sont identifiés par les référents ou les hôpitaux, enfin bref, au niveau des hôpitaux et des groupes hospitalo-universitaires, qui vont les aider, qui vont les soutenir dans leur pratique, qui vont les mettre en relation avec nous, qui allons pouvoir commencer à organiser des formations, les accompagnements, etc. Et donc au niveau des GHU, bien sûr, ils sont là aussi pour promouvoir, mais aussi pour travailler au niveau de leur territoire, les liens avec les associations, tous les acteurs qui, de près ou de loin, sont vraiment intéressés au partenariat et qui peuvent être des bons relais, en fait, hein, quand on cherche un patient partenaire. C'est quand même souvent la question, je cherche un patient partenaire. Voilà. Eh bien oui, il faut s'adresser aux associations. S'il n'y en a pas là sous vos yeux dans les services, faut s'adresser au niveau du territoire. On finit par trouver des patients partenaires. Voilà, et puis nous, on est en soutien de ce dispositif, en fait, et puis pour l'organisation de cet accompagnement. Voilà, bon là je vous passe, mais grosso modo donc on a démarré un peu quelques pilotes l'année dernière, mais cette année réellement en fait, hein, donc on a déjà deux formations action. On commençait à accompagner quelques équipes, mais là ça va vraiment décoller maintenant. Et l'animation de la communauté de pratique, ça commencera plutôt l'année prochaine. L'e-learning, etc. Donc tout ça, c'est du chemin qui est devant nous, hein, mais c'est un dispositif qui n'est pas super innovant, hein. Je veux dire, d'autres hôpitaux s'y sont déjà lancés plus ou moins sur ces bases-là. Donc, on pense qu'on avance en terrain plutôt solide. Voilà, donc, ce faisant, on va créer de fait, hein, et on va animer du coup cette communauté de patients partenaires, hein, donc qui, comme je vous le disais tout à l'heure, regroupe une grande diversité de missions, bien sûr de personnes, mais de missions, qui aujourd'hui, à 99,8% sont bénévoles, pour revenir sur des sujets plus juridiques, avec évidemment la question qui se pose pour nous, évidemment, comment faut-il juste rémunérer, dans quel cas, peut-on le faire, sous quelles conditions, enfin voilà, toutes les questions qui se posent, parce qu'effectivement, pour certains patients partenaires, c'est très important et c'est tout à fait,
enfin, c'est indiscutable en fait, c'est juste indiscutable. Ils apportent de la valeur, on reconnaît leur valeur, on promeut leur valeur dans le système de santé. Donc, à un moment donné, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas non plus valoriser financièrement cette valeur. Néanmoins, il y en a un grand nombre qui n'ont nullement envie d'être payés, en fait, hein, d'être rémunérés, indemnisés, parce que pour diverses raisons, parce que compliqué, parce qu'ils ne s'engagent pas dans suffisamment de temps, donc ils ne veulent pas rentrer dans un truc trop compliqué, parce qu'ils gagnent leur vie par ailleurs, parce que voilà. Mais il y en a d'autres qui peut-être ne le font pas, parce qu'on ne les rémunère pas. Donc ça pose quand même aussi question de la diversité des personnes qui se portent volontaires aujourd'hui pour être patients partenaires. Il y a ceux qui peuvent se le permettre, puis il y a ceux qui ne peuvent pas se le permettre. Et puis il y a aussi les questions, évidemment, d'équité. Les représentants des usagers aujourd'hui sont parfois assimilés à des patients partenaires selon les sujets qu'ils traitent. Aujourd'hui, ils sont bénévoles. Statutairement, ils sont bénévoles. Voilà. Donc ça pose pas mal de questions dans tous les sens de ce point de vue-là. Et donc c'est un peu toute cette matière-là qu'on est en train de regarder avec notre direction juridique, avec notre direction des ressources humaines, parce que, pour le coup, un principe a été établi, et on en parlait tout à l'heure, c'était qu'il ne faut pas déjà que ça leur coûte de l'argent. On dit ça, mais on n'est pas encore tout à fait bon pour que ça ne leur coûte pas d'argent, parce que les procédures pour rembourser des frais, etc., ça reste encore assez compliqué, hein, pour les représentants des usagers, comme pour les patients partenaires qui voudraient se faire rembourser un ticket de métro. Ou, voilà. Donc voilà, on est en train de mettre à plat tout ça, et on pense qu'en tout cas sur le sujet de la rémunération, je pense qu'il y a la question de la récurrence, il y a la question du temps passé, sur lesquels qui vont être un peu des seuils qui vont nous porter à proposer le fait que dans certains cas où les gens s'impliquent beaucoup, c'est du temps qu'ils ont en moins pour travailler et gagner leur vie, hein, aussi. Donc, et puis dans d'autres cas qui correspondent à sans doute une majorité de gens aujourd'hui où l'intervention est beaucoup plus ponctuelle, limitée dans le temps, pas de besoin de rémunérer particulièrement, etc. Mais avec la question derrière, dès que vous avez un système double, si moi je suis professionnel de santé, je choisis celui qui va me coûter de l'argent ou celui qui ne va pas me coûter de l'argent. Voilà, donc bon, mais vous en parliez tout à l'heure, il y a la question aussi de, quelque part, on va chercher des savoirs expérientiels, les personnes, elles ont un bagage personnel et professionnel avec lequel elles arrivent, hein, elles ne sont pas juste là avec leur savoir expérientiel de la maladie ou de l'organisation des soins. Donc c'est un peu comme un recrutement aussi, d'une certaine façon, mais où on va faire un peu un casting, enfin c'est pour parler de manière un peu... Mais donc voilà, il y a toutes ces questions qui se posent en lien aussi avec le financier. Voilà. Ah, parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bien, vous aviez complètement votre place dans cette partie consacrée au juridique, puisqu'en fait, au travers de la PHP, on voit qu'il y a un embryon en fait d'organisation autour de la lettre de mission, autour de votre charte. Je pense qu'elle serait très utile à reproduire au niveau national. Et là, en vous écoutant, en fait, j'avais une remarque qui me venait, parce qu'en fait, est-ce qu'on rentre pas dans une inégalité territoriale, puisque la PHP a sa force de frappe. Vous pouvez réfléchir, vous pouvez mettre en œuvre ces lettres de mission parce que vous connaissez déjà, mais on a vu qu'un autre patient expert venait des Hospices civils de Lyon, donc autre grosse industrie de soins. on est dans le gros, là, c'est pour ça que je me permets ce terme. Mais quid des patients experts perdus un petit peu dans nos campagnes. Je crois qu'il y a une inégalité territoriale peut-être qui apparaît là aussi. Ce que je vous propose, en fait, c'est de prendre le temps de quelques questions et de ne pas faire la pause qui était envisagée. Comme ça, on va gagner un petit peu de temps tout en ne frustrant pas les personnes qui auraient des interrogations. Donc, la parole est à la salle si vous avez des questions, des réactions. Voilà, le micro va circuler. Merci pour toutes ces présentations. Donc, j'ai une question pour Madame Lanly, en fait. Quand vous envisagez des référents partenariats, qui pensez-vous recruter pour ces postes? Alors aujourd'hui, on n'a pas recruté des personnes. C'est des gens qui ont déjà des postes, qui sont généralement à la direction qualité des groupes hospitalo-universitaires. Donc ils sont un peu nos relais, on va dire un peu naturels sur ce type de projet, mais
qu'on est en train d'embarquer. Ok, donc en fait, ce seront des personnes qui font déjà partie de la PHP et qui sont plus ou moins professionnels de santé ou côté administratif. Oui, alors on a 2 cas quand même qui sont nouveaux et qui montrent que le sujet progresse. On a recruté à mi-temps quelqu'un dans la direction qualité, donc c'est un poste qui a été requalifié pour ça, mais qui est une patiente partenaire dont le titre, je crois, est patiente partenaire et qui est là un peu pour justement identifier des projets, puis coacher les professionnels pour les encourager à aller vers le partenariat et puis ensuite on les forme, etc. Mais donc voilà, là il y a un cas comme ça. Il y a également quelqu'un d'autre habitant dans une unité d'éducation thérapeutique dans un groupe hospitalo-universitaire et qui est également un peu patiente coach, elle s'appelle patiente engagée mais patiente coach parce qu'elle va coacher des patients identifiés et coacher des patients partenaires dans le cadre d'un travail sur des animations d'éducation thérapeutique, des ateliers, etc. Donc elle va être un peu la coach en fait et l'intégratrice de ces patients partenaires d'éducation thérapeutique. Merci. Une autre question ? Une question pour Madame Régis par rapport aux patients accompagnateurs qui ont un statut de bénévole. Le nombre d'heures en fait proposées par ces patients accompagnateurs ou effectuées auprès des autres patients ou des équipes, ça représente combien d'heures à peu près ? Ça, c'est une question pour Marie-Pascale. Moi, j'étais la juriste dans le projet. Mais est-ce que tu sais, Marie-Pascale? Il n'y a pas de minimum ni de maximum. Par rapport à ce qu'on a eu comme expérience, on peut dire que quand les personnes sont vraiment engagées puis participent, elles vont à peu près consacrer 3 heures au maximum par semaine à peu près. C'est très rare que ça soit plus que ça. Il y a autre chose aussi auquel elle participe qui est une communauté de pratique. Donc il y a une communauté de pratique qu'on a organisée dans chacun des établissements dans lesquels on travaille pour vraiment favoriser l'échange sur les différentes interventions qu'elles peuvent avoir et pour qu'elles continuent à s'améliorer dans leurs interventions. Et puis pour rebondir un peu sur les enjeux éthiques et juridiques au sein de ces communautés de pratique, il n'y a jamais aucun nom de patient qui est échangé entre les patientes accompagnatrices. Donc elles respectent complètement l'anonymat des personnes qu'elles discutent. Y a-t-il d'autres questions ? Oui, Julia. Nous, on s'était posé une question, parce que vous avez toutes les 3 abordé la notion, mais est-ce que vous pensez qu'à terme, la rémunération donc, des patients partenaires, experts ou accompagnateurs pourrait pousser à une commercialisation de la notion et à un peu en faire comme une sorte de thérapie? Alors, qui veut ? Je ne vois pas pourquoi ce serait plus commercial qu'un professionnel qui gagne sa vie. En fait, chacun apporte sa valeur, son savoir, expérientiel, mais c'est valorisé. En fait, je veux dire, tout travail mérite rémunération, j'ai envie de dire. Donc, c'est pas tellement le côté commercial. Je pense qu'en plus, ces gens-là je pense pas que des gens fassent fortune un jour en faisant du partenariat patient. Donc, il n'y a pas forcément un côté exploitation du système. Je doute d'ailleurs que le système de santé les suive dans cette ambition. Donc, moi, je trouve que le sujet... je comprends pas trop... Le sujet, c'est-à-dire... Alors après, effectivement, il y a aussi le cas de plateformes qui voudraient mettre en relation des patients partenaires, etc. Mais c'est un service, en fait. C'est un service que des recruteurs font aussi pour des professionnels de santé. Donc, disons que je pense qu'il faut être cohérent, quoi. Soit on reconnaît de la valeur à cette contribution, et donc donc il y a forcément un échange financier à un moment donné, si ça rentre dans un cadre un peu récurrent, pérenne, au-delà de ce que le bénévolat habituel qui existe et qui doit rester en fait, le permet. Donc voilà, moi je vois pas trop aujourd'hui, je vois pas trop, mais il y aura ce sujet va forcément venir. Enfin, c'est sûr que il existe déjà un peu, mais personnellement je vois pas trop je comprends pas trop le débat en fait, par équité vis-à-vis des autres acteurs en fait.
Alors, mon analyse est de se dire que finalement, dans le domaine de la santé, qui va payer le système de sécurité sociale ou le patient, la personne qui est concernée et qui aurait besoin de ce soutien? Déjà, là, il y a un enjeu différent de savoir qui va payer, mais je pense qu'aujourd'hui, avec l'explosion des coûts dans tous les systèmes de santé, et finalement, il n'y a pas plus d'argent que ça à distribuer. Enfin, il va peut-être se redistribuer à l'intérieur des acteurs et des actrices, mais il n'y a pas non plus possibilité d'étendre à l'infini le coût de ces systèmes. Donc, je pense que le risque est limité, mais ma réflexion était ce matin, l'intervenante qui était à distance et qui expliquait qu'elle intervenait toujours en binôme avec un professionnel ou une professionnelle de la santé. Ma réflexion était de dire, c'est-à-dire que le professionnel ou la professionnelle est rémunérée, elle, et puis le binôme ne l'est pas à côté. Il y avait quelque chose de très choquant pour moi de se dire on exploite une personne qui a un statut qui est plus vulnérable que le professionnel ou la professionnelle de la santé. Et là, je me dis, c'est vrai que c'est un des enjeux, la rémunération, mais je ne pense pas que la dérive est limitée. Très brièvement, je voudrais seulement dire que sur le plan juridique, ça peut changer les choses aussi, dans le sens que si tu tombes dans une catégorie bénévole avec indemnisation pour dépenses encourues, c'est une chose. Si tu tombes avec un salaire, tu vas dans la catégorie des employés, c'est toute une autre réalité juridique. Puis qu'on peut considérer, là, mais une préoccupation que j'avais, moi, alors que ce projet émergeait, un nouvel acteur qu'on faisait entrer là, officiellement dans le système de santé, je ne voulais pas, puis la question de la professionnalisation est revenue ce matin, puis moi, j'étais toujours un petit peu réticente. Il faut bien encadrer cette pratique-là, mais si on les rend au niveau d'un professionnel de la santé, puis je pense que c'est pas ça qu'on vise non plus, ça devient, c'est pas la même chose, là. On rentre dans des obligations déontologiques, avec évaluation par les pairs, des comités de... Vous savez, puis je trouvais qu'il faut pas perdre l'agilité, la flexibilité, puis mettre ces gens-là dans des carcans, finalement, qui les font abandonner l'intérêt de la pratique. C'est un dosage entre bien encadré, permettre une mobilité, une adaptation d'une pratique émergente, puis de la faire étouffer avec trop de contraintes aussi. Donc, c'est ça que j'ai essayé de naviguer dans ma réflexion. Et c'est vrai qu'on a une difficulté que vous aviez envisagée par rapport à la comparaison des statuts après. Le représentant d'usager, il n'est pas rémunéré. Je pense au CCI, Commission d'indemnisation, ils sont là bénévolement. Et c'est vrai que, est-ce que ça me fait avancer dans ma réflexion, est-ce qu'on n'ouvre pas une boîte de Pandore, parce qu'il y aura le combien, mais même sur le principe, est-ce que derrière, on ne va pas avoir tous ces gens qui sont autour, en périphérie du système de santé, qui vont dire moi aussi, je veux ma part, même symbolique, et c'est vrai, ça oblige à réflexion. Il y avait une réaction ? Oui, alors juste pour revenir sur l'intervention en binôme pour promouvoir le partenariat, moi j'interviens en binôme aussi avec un professionnel de santé, je suis bénévole, le professionnel de santé est bénévole. C'est en dehors de son travail. Et nous, c'est parfois dans l'autre sens, c'est-à-dire que quand ils interviennent en dehors de vraiment de la relation entre un patient accompagnateur et un patient, si on intervient à deux pour faire une présentation, on va faire en sorte que la personne puisse être rémunérée si c'est possible. En tous les cas, on va vraiment l'encourager. Donc, nous, on a vraiment une contrainte au niveau d'un cadre de référence qui a été créé par le ministère de la Santé et des Services sociaux, où il est explicitement écrit qu'on ne peut pas le faire quand il y a une relation dans le système de santé. Mais quand on le fait un peu à l'extérieur, on arrive toujours à trouver des combines. Ouais, et puis on nous racontait, voilà, peut-être monsieur... Non, mais j'allais dire qu'il y a aussi des expériences. Comme vous disiez, on va être bénévole dans un organisme, on va être rémunéré dans un autre... Oui, ça, on l'a dit tout à l'heure. Je voulais juste... on a beaucoup parlé de temps, tout de suite. On va peut-être parler du temps de travail, mais il y a eu la première intervention en disant qu'il faut peut-être laisser le temps long pour voir comment ça se passe et ça s'adapte. Alors, d'un point de vue de patient, c'est un peu compliqué. On n'a pas la même notion du temps. C'est bien, le temps, c'est Saint-Augustin qui disait le temps, c'est un truc du genre... Quand j'y réfléchis, je sais ce que c'est, mais quand je dois l'expliquer, je l'ignore. Donc on n'a pas tous la même notion du temps. C'est intellectuel, c'est pas organique. Donc je voulais dire que le temps de la justice, il fallait la placer. Le temps de la justice est long, on le sait. Le temps de la santé est long, mais le temps des gens qui ont des ALD va durer de plus en plus
longtemps. Voilà. Et donc, il y a quelque chose à voir peut-être un peu différemment. Et c'est vrai que 20 ans après la loi Kouchner, me dire encore aujourd'hui, il faut peut-être laisser le temps de réfléchir, etc., c'est un peu compliqué à entendre. Voilà. À côté de ça, on est là. À côté de ça, j'entends tout ce qui s'est passé. À côté de ça, vous voyez ce que je veux dire, on va le voir de manière positive, mais j'ai peut-être voilà, un côté militant, mais je tiens quand même à préciser que attendre, réfléchir, etc., c'est pas le propre des patients partenaires. Parce que le jour où vous apprenez que vous avez une maladie un peu sérieuse, la notion du temps, elle varie. Et d'ailleurs, ça pose la notion de la carrière. Si vous embauchez quelqu'un, comment vous allez faire? Il y a une évolution de carrière, il y a un intéressement, il va passer à sa retraite, alors qu'il n'y aura peut-être pas... Vous voyez, donc les problématiques peuvent être aussi assez psychologiques et philosophiques. Et là, ce que je pense, en entendant tout ce qui se fait, bravo pour la PHP, enfin moi vraiment, j'apprends, il y a l'histoire de faire une mission pour un temps. C'est peut-être quelque chose auquel je crois. C'est-à-dire qu'au lieu d'embaucher définitivement, voilà, comme un salarié, un de plus, et qui doit être payé, ça j'y tiens, et qui doit être reconnu comme tel, eh bien l'avoir comme un consultant, l'avoir en externe pour une mission d'un certain temps, avec, du coup, je le répète toujours, une fiche de poste, avec un lien hiérarchique, avec une mission qui va permettre, ça je reviendrai à les questions de tout à l'heure, à la fin d'analyser et de quantifier les résultats et les bienfaits de ça. Voilà. Tout ceci peut peut-être quand même un peu se cadrer, mais le temps, on a beaucoup attendu. Les patients. Elle était facile, mais on a beaucoup attendu. Il y a une personne, je me permets d'être le relais d'une personne qui est en ligne, qui est patiente partenaire et qui, elle, revendique, préfère le bénévolat pour, je la cite, la liberté que cela lui procure. Voilà. Après, je pense qu'on peut être salarié et néanmoins libre, mais voilà, certains sont attachés à cette dimension. Oui, on a le temps, Merci. En fait, non, je voulais juste témoigner que moi, je suis patiente partenaire, du coup rémunérée avec l'Institut Imagine. Pour autant, je suis aussi bénévole en tant que présidente d'association, où je vais aussi passer plusieurs heures par semaine de bénévolat à faire de l'écoute active, de l'accompagnement de famille, et puis à gérer une association. C'est quand même beaucoup de travail. Pour autant, ça me paraît légitime de ne pas être rémunérée pour ce travail, parce que c'est un choix délibéré que j'ai fait et qui m'apporte aussi une certaine satisfaction. Mais les deux ne sont pas incompatibles, en fait. On peut tout à fait être rémunéré pour une chose, où là, je vais apporter des compétences qui sont extrêmement spécifiques et qui sont équivalentes à des compétences professionnelles, en fait. Et donc, ça me paraît tout à fait légitime. Pour autant, je continue aussi à faire du bénévolat. Et ça, je pense que c'est vraiment très spécifique aussi à tous les patients partenaires, puisqu'on est très souvent déjà engagé dans du bénévolat avant même d'être engagé dans le partenariat, finalement. Et on est d'accord qu'il y a aussi la problématique de la pluralité des profils, quoi. Je voulais, si vous voulez bien, Monsieur Gérard Raymond, qui est président de France Asso Santé, comme je ne pense pas que je vais remettre sur le sujet de la rémunération dans la table ronde, là où vous serez... on aura fait évoquer, donc peut-être c'est l'occasion de vous entendre sur ce sujet-là, pour ne pas rouvrir ce chapitre une autre fois, si vous voulez bien... Donc, Monsieur Gérard Raymond, président de France Asso Santé. Bonjour et merci pour votre invitation. Alors, vous me faites remonter mes propos parce que c'était le dernier chapitre. Mais bon, on peut parler de la rémunération, c'est-à-dire du statut, de la reconnaissance du statut pour nous. Et effectivement, on n'a pas de position fixe. Et tous les travaux que vous avez menés et que vous menez montrent bien la difficulté, mais je rejoindrai les propos du président. On est patient, mais on est aussi impatient. Ça fait quelques années que vous réfléchissez à ce projet-là. Je m'excuse, mais moi, ça fait plus de 20 ans que je travaille là-dessus. Au-delà de la représentation des patients, ma priorité était les fameux patients dits experts dans le cadre de l'éducation thérapeutique et des programmes d'accompagnement sur le diabète. Comment les former, comment les recruter, comment les former, comment les évaluer et quel est leur statut. Et donc on y est là aujourd'hui. Toutes vos réflexions concordent effectivement à dire aujourd'hui à la puissance publique qu'il va bien falloir trancher. C'est compliqué, c'est dur.
Mais cette reconnaissance de l'engagement bénévole dans une compétence du système de santé, pas de soins, mais du système de santé, pour prendre soin des personnes, me paraît être quelque chose qui doit être valorisé. Alors, est-ce que c'est du salariat ? Là, c'est plus compliqué, puisque bien qu'on reste indépendant par rapport à son employeur, mais quand même. Est-ce que c'est de l'engagement avec aujourd'hui des crédits d'impôt, des machins, des trucs, formule sapeur-pompier bénévole, une reconnaissance? Est-ce que c'est aussi des conventions avec des structures agréées, reconnues, et donc les personnes sont rétribuées par cette structure agréée, reconnue? Je pense que toutes les solutions sont bonnes à mettre sur le tapis, mais il faut quand même que dans ce pays, comme on ne sait rien faire sans un bout de cadre législatif, il va bien falloir à un moment donné quand même y arriver. On l'a manqué en 2011 avec la loi hôpital passée en santé territoire, où on n'a pas eu notre arrêté ministériel sur les actions d'accompagnement, par le programme d'éducation thérapeutique, actions d'accompagnement. Je pense qu'il va bien falloir à un moment donné avoir cette notion-là, parce que les dérives sont quand même là. Les dérives sont là. Et je trouve qu'effectivement, il faut mener la réflexion. Moi-même, j'ai été démarché par un patient, alors accompagnant, appelez-le comme vous voulez, qui voulait me coacher pour mieux gérer mon diabète. Il est mal tombé, à 60 € le coaching. Bon, voilà. Donc je trouve qu'il y a quand même, voilà, il peut y avoir quelques dérives. D'autant plus que je ne connaissais absolument rien sur le contenu de sa formation. C'est important aussi. Donc, ce sujet de la reconnaissance par la société, par notre système de santé, et au-delà d'ailleurs, par la société, de cet engagement à participer à la prise de soins, à la prise en soin d'autrui, me paraît quelque chose d'évidemment important aujourd'hui dans l'évolution de notre vivre ensemble, de notre société et de notre système de santé. Après, n'attendez pas de moi que je vous dise, il n'y a qu'à faut que. Merci. Alors, ça me donne envie de continuer, parce qu'on a en fait commencé la table ronde. Hein, donc, mais néanmoins, si vous voulez bien nous rejoindre, les personnes de la table ronde, je remercie les intervenants à cette troisième partie sur les enjeux juridiques.